L'idée, c'était de réfléchir avec vous sur ce qui nous arrive. Et je ne savais pas trop comment appeler ça. Alors, puisqu'on vit quelque chose d'assez inédit par rapport au spectacle vivant, alors je m'étais dit, je vais l'appeler le spectacle mort-vivant. Ça fait un peu ambiance zombie. Enfin, dans zombie, il y a de la vie, donc là où il y a de la vie, il y a encore un peu d'espoir. Et puis, le sous-titre que j'avais trouvé, c'était qu'est-ce qui fait écran au spectacle vivant, puisque de plus en plus, la question se pose de savoir s'il n'y aurait pas des choses de substitution, comme des présentations de spectacles à la place des représentations, et des présentations sous forme de vidéos, de choses comme ça. Donc c'est un petit peu cela que je vais essayer de réfléchir avec vous. Je vais essayer de prendre un petit peu de distance avec ce qui nous arrive, ce qui est toujours un peu difficile, un peu périlleux. Mais enfin bon, je vais essayer de me risquer au truc, et peut-être je vais commencer par essayer de réfléchir un peu à ce que c'est que l'art, parce qu'au fond, si on dit spectacle vivant, c'est d'abord quelque chose qui est une pratique artistique. Donc je voudrais un petit peu réfléchir avec vous à ce que c'est que l'art, et puis revenir un petit peu sur toutes les choses qu'on entend aujourd'hui, notamment sur l'idée selon laquelle l'art, ce serait par exemple essentiel. Donc ça va être ma première réflexion. Je vais en avoir comme ça des réflexions, je pense 3 ou 4. Ça va dépendre un petit peu de mon allant. Mais il faut revenir aux fondamentaux, comme on dit quand on est entraîneur de football. Donc là, revenir aux fondamentales. Qu'est-ce que c'est que l'art ? En quoi serait-il essentiel ? Pour penser ça, il faut vraiment se remettre dans le contexte qu'est le nôtre aujourd'hui. Et le contexte qu'est le nôtre aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un contexte qui laisse la part belle à une parole dominante, à une idéologie, à une idée qui est tellement répandue que tout le monde a l'impression qu'elle est sienne, mais personne ne l'interroge. Et c'est l'idée du pragmatisme. Ça, on pourrait dire que c'est vraiment l'idée dominante aujourd'hui. C'est l'idée selon laquelle, au fond, le monde fait pas question. C'est l'idée selon laquelle la réalité, au fond, elle est ce qu'elle est. Elle s'impose comme une espèce d'évidence. Et la grande affaire qui nous concerne tous, c'est être capable de s'adapter à cette réalité, à ce monde qu'elle a comme une donnée indépassable, sur laquelle il n'y a pas du tout une mise en débat ou une réflexion. C'est la raison pour laquelle, au fond, on pourrait presque dire que les vertus qui sont mises en avant aujourd'hui, les valeurs qui sont considérées comme les plus importantes, c'est les capacités à la flexibilité, c'est la capacité à l'adaptation, c'est la capacité à... Vous savez, il y a un mot qui revient très souvent de la part des commentateurs ou bien des politiques, il y a la capacité à voir les choses concrètement. Et très souvent, les gars, quand ils disent concrètement, ils ont aussi une espèce de langage de signes qui est assez chouette, ils sont comme ça, concrètement, hein. Il s'agit de poser les choses concrètement dans une espèce de carré comme ça, qui est particulièrement bien délimité. Et cette capacité à délimiter le réel, à le désigner, pour avoir une attitude qui est une attitude pratique, pragmatique, concrète, efficace. C'est, pourrait-on dire, le discours qui est vraiment le discours aujourd'hui dominant. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, on pourrait presque dire que sans cesse, on est mobilisé. Il y a toujours un discours de la mobilisation permanente pour être en capacité à s'adapter à ce réel. Il y a un discours qui est un discours de l'urgence aujourd'hui, pas simplement par rapport à la crise politique qu'on appelle sanitaire, hein, mais le discours dominant aujourd'hui, c'est celui-ci, celui qui vise à dire qu'en définitive, la grande affaire, c'est ça, c'est être capable de voir les choses telles qu'elles se présentent et de pouvoir s'y adapter, de pouvoir se mobiliser toute son énergie pour s'y adapter, pour pouvoir être, au fond, réactif ou alors pro-réactif, selon les mots qu'on emploie. Mais, si vous voulez, ce qui revient toujours, et ça c'est important, il faut vraiment démarrer par ça, c'est qu'au fond, nous sommes
dans un monde, je vais le dire comme ça, je fais un grand détour, hein, mais c'est comme ça qu'on va peut-être comprendre ce qui se joue dans l'art. On est dans un monde qui n'a pas de métaphysique. On est dans un monde qui n'a pas de questions à se poser sur le monde. On est dans un monde dans lequel le monde est évident. C'est le monde des gestionnaires, c'est le monde des techniciens, c'est le monde des technocrates qui considèrent qu'il y a une donnée avec laquelle il faut faire, avec laquelle il faut s'adapter. Mais quant à savoir si cette donnée, elle est fondée, si elle est l'objet d'une interrogation, d'une hésitation, ça, c'est pas le sujet. Il faut vraiment commencer par ça, parce que le problème de l'artiste, c'est qu'en fait, sa problématique, c'est que lui, il n'est pas dans un monde qu'elle a donné. La problématique artistique, c'est jamais être dans un monde qui est là, présent, avec lequel il faut faire, avec lequel il faut être capable de s'adapter, d'innover, d'avoir des attitudes pleines de flexibilité. Mais la problématique de l'artiste, c'est pas être face à une présence d'un monde, là, indubitable. L'artiste, lui, il fait des représentations. Et on n'a jamais assez réfléchi à ce mot-là. L'artiste, il fait des représentations. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation ? C'est postuler exactement le contraire. C'est dire, il y a peut-être là un monde qui est présent, mais ce monde qui est présent, moi, en tant qu'artiste, il ne me contente pas. Ce monde qui est présent, moi, je le représente. C'est-à-dire, à ce monde-là, moi, j'ajoute quelque chose en plus. Ce monde-là, il ne me suffit pas. J'y ajoute ma perspective propre. C'est-à-dire que là où il y a un technocrate, il y a le monde, et le monde, il apparaît comme une évidence qui est indubitable et qui doit être partagée par tous. Là où il y a un artiste, il n'y a pas un monde qui fait acte de présence, il y a un artiste qui fait une représentation. Donc il dit, cette présence-là, je la mets en question, j'en doute. Et voilà que moi, je porte un regard sur cette présence. Et ce regard que je porte sur cette présence, moi, je vous le donne. Donc le travail de l'artiste, c'est de ne pas être dupe de la vision du monde qui est la plus répandue. Le travail de l'artiste, c'est un travail qui est très singulier, qui est très original, qui vise à dire « mais ce monde n'est pas évident du tout ». Vous croyez que ce monde, il est tout à fait évident et qu'il faut faire avec. Comme disait Margaret Thatcher, there is no alternative. Le monde, il est là, il n'y a pas d'alternative possible. Tout le travail de l'artiste, c'est dire, il y a une alternative possible. Ce monde dont vous croyez qu'il est indubitable, présent, incontestable, avec lequel on est contraint de faire, ce monde, je le questionne, je m'en écarte, je le représente. Et en disant je le représente, je m'en écarte. Je suis peintre, la perspective que je porte, moi, sur l'objet que je peins, c'est une perspective à partir d'un point de vue qui est le mien. La perspective, elle est la manifestation de la représentation, en tant qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de monde là, présent, comme une évidence. Saisissez ça ? Il faut vraiment y aller mollo, parce qu'au fond, ce que je suis en train de vous dire là, il faut vraiment commencer par ça, et ça peut être un peu étonnant, ça peut être un long et lent détour, mais il faut dire la chose suivante. Celui qui rentre dans un chemin d'artiste, celui qui s'engage dans une voie artistique, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une expérience métaphysique. L'expérience métaphysique, c'est celle qui consiste à dire, ce monde-là, il n'est pas le monde donné comme une évidence, mais ce monde, il est l'objet d'une exploration, il est peut-être aussi l'objet d'une explication, et en tout cas, il est le terrain d'une polémique pour savoir quelle vision prétend en avoir le monopole. Et le travail de l'artiste, c'est de dire, à la vision qui en a le monopole, j'oppose, moi, une vision qui la déconstruit et qui en propose d'autres qui sont alternatives. Ça va, ça ? Il faut vraiment y aller mollo, mais il faut poser ça au début. Je vais le dire autrement. Dans notre monde de technocrates, l'artiste n'est pas essentiel. Parce que dans notre monde, il faut avoir l'idée d'une présence du monde à laquelle il faut urgemment s'adapter. Et tous ceux qui sont inadaptés, tous ceux qui mettent en question ce monde, tous ceux qui font acte de métaphysique, tous ceux qui disent, au fond, non, je ne suis pas d'accord avec cette sommation qui consiste à avoir une mobilisation générale pour se soumettre au terrorisme, à la dictature de ce monde auquel il faudra s'adapter, tous ceux qui tiennent un discours comme celui-ci, ceux-là, au fond, on pourrait s'en passer. Ils ne sont pas essentiels, ils sont même dangereux, parce qu'ils mettent le grain de sable
dans la machine qui est la machine du terrorisme technocratique, dans la machine qui voudrait nous imposer une dictature d'un réel avec lequel nous serions contraints de faire. Le travail de l'artiste, par conséquent, ici, c'est un travail qui vise à attaquer à la base, à saper le monde tel qu'il prétend s'imposer. Le travail de l'artiste, c'est un travail de représentation. Ce n'est pas un travail qui consiste à faire acte de présence. Ce n'est pas un travail de mobilisation, c'est un travail de démobilisation, d'immobilisation générale. Alors, comment il s'y prend ? En général, il y a deux tendances lourdes pour essayer de fabriquer de la représentation chez l'artiste. Les deux tendances lourdes, quelles sont-elles ? La première, on pourrait dire, c'est celle qui moi, me fait vraiment penser au théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. C'est-à-dire, Antonin Artaud, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, voilà, le théâtre, il fait une représentation, bien sûr, il donne une représentation, mais c'est une représentation qui doit complètement saisir le public. C'est-à-dire que le public, il n'est pas simplement loin de la scène, comme ça, à assister à un truc de loin en disant « je ne prends pas de risque, j'observe avec un grand écart, parce que moi, je suis au confort là-bas dans les fauteuils, et puis déambule devant moi les acteurs ». Quand il écrit son théâtre de la cruauté, l'obsession d'Antonin Artaud, c'est de dire qu'au fond, il faut que ce théâtre il soit presque une espèce de débordement de forces barbares, à cause de quoi le spectateur il est pris à partie. Il n'est pas épargné par la représentation. Il est absorbé par la présentation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose qui se joue, qui a à voir avec des véritables cérémonies et des rituels qui seraient des rituels presque magiques ou chamaniques. Vous allez à un spectacle et on imagine que c'est Antonin Artaud qui est le metteur en scène, vous vous ramassez une terrible baffe dans la gueule. À la fin, vous êtes dans un état où vous êtes possédé au fond. Vous êtes attrapé par le spectacle, c'est même plus un spectacle. Donc au fond, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici, Antonin Artaud ? Il est en train de dire, celui qui nous donne la représentation, il faut qu'il soit cruel avec nous. Alors c'est pas qu'il va nous enfoncer des aiguilles dans le corps, et puis qu'il va nous fouetter dans les coulisses en nous accrochant au mur avec une cagoule à boule, mais c'est plutôt celui qui va nous exhorter au fond à quitter la position confortable de celui qui s'imagine que ce monde l'a représenté, il est toujours loin de moi, il ne me concerne pas. Et si par la cruauté, je suis au fond jeté dans la scène, je ne suis pas face à la scène, mais jeté dans la scène, voilà qu'en définitive, je suis obligé d'endosser, de faire corps avec la représentation de l'artiste. Et donc va s'ajouter à l'idée que je peux avoir du monde, avec ce monde que peut-être que je ne questionnais pas parce qu'il m'apparaissait comme une présence indubitable, voilà que je suis obligé, à la sortie du spectacle, de faire avec une autre manière, une autre présence au monde, dans laquelle j'ai été impliqué, embarqué, par laquelle j'ai été possédé. Et donc vont cohabiter en moi, au fond, deux présences du monde. La présence ordinaire qui était la plus banale, qui était répandue par l'idéologie, et puis la présence que j'ai vécue dans ma chair, possédée que j'ai été par le spectacle qui m'a traversé par toutes les terminaisons nerveuses. Et donc, quand j'en sors dans un état complètement schizophrénique. C'est sans doute pas un hasard. Il y a aussi une expérience qui est une expérience, j'ai presque envie de dire, qui touche à la psychose, enfin, qui touche à une expérience de franchissement de la limite psychiatrique, peut-être même, dans l'expérience artistique. On n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne parce qu'à chaque fois que vous allez voir un spectacle, il faut que vous soyez suffisamment fort pour endosser, au fond, une nouvelle présence du monde. Alors, c'est peut-être dur, mais ça permet un tel élargissement, ça permet une telle fractalité des expériences du monde. Vous possédez en vous tellement de présence, de tellement de monde, à chaque fois que vous voyez tellement de spectacles de la cruauté, qu'à la fin, vous ne pouvez plus être dupe de la médiocrité des gens privés d'imagination qui sont les technocrates qui vous imposent de vous soumettre au réel dont ils ont le monopole. Donc c'est la raison pour laquelle les technocrates sont terrorisés à l'idée que puisse exister la transe du théâtre de la cruauté. Parce que là, ils sont mis en concurrence. Et le monopole qu'ils prétendent avoir sur un réel auquel nous aurions à nous adapter, ils l'ont dans l'os. Donc ça, c'est la première proposition, qui est la proposition d'Antonin Artaud. La deuxième proposition, elle va complètement de l'autre côté, c'est la proposition de Bertolt Brecht. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Bertolt Brecht ? Il dit, bien sûr, on va faire de la représentation, bien sûr, on va faire du théâtre, bien sûr, on va faire de la représentation, et vous allez y assister. Mais Brecht,
C'est vraiment l'anti-Artaud. Lui, sa grande affaire, c'est pas la cruauté, c'est pas le saisissement, c'est pas le vaudouisme sur scène, mais c'est le contraire. Régulièrement, au moment où vous commencez à vous faire choper par la scène, au moment où vous commencez à avoir un petit peu des émotions, des papillons plein l'estomac parce que vous êtes touché par la beauté du truc, vous êtes soufflé, vous êtes conduit, emporté par le spectacle, bim boum, Brecht il déboule, et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il fait causer son cœur. Alors pas son cœur, il fait causer son cœur. Vous savez ? Et le cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un arrêt sur image, il s'avance, comme ça, il se met sur l'avant-scène, le cœur, puis il commence recta à causer au public. Puis il dit au public, il dit, vous avez vu ce qui s'est passé là ? Vous avez vu l'embrouille que machin il a fait, et tout. Et donc à chaque fois, au moment où vous commencez à prendre au sérieux, au fond, la représentation, Brecht, il vous invite à dire, attention, c'est qu'un jeu. Prenez pas cette représentation au sérieux. Ne croyez pas que ce qui se joue ici, dans cette représentation, c'est un réel auquel vous avez à adhérer. Tout ici n'est qu'un jeu. Et quand il dit ça, Brecht, il ne se contente pas de le dire, mais il le scénographie. Donc on pourrait presque dire que c'est une scénographie qui dynamite de l'intérieur la scénographie. C'est un dispositif de représentation dans lequel la représentation dit à celui qui y assiste, attention, c'est une représentation, ce n'est pas un acte de présence, n'y crois pas, c'est du faux. Bon, en faisant ça, Brecht, finalement, la distanciation brechtienne, c'est un peu du pipeau, si vous voulez. C'est un peu pour se faire mousser, comme ça, et pour essayer de vendre l'opéra de 4 sous à 5 sous. Mais à la base, quand même, c'est aussi un peu ce qui se joue dans le théâtre antique grec, parce que le cœur, il est là aussi, de temps en temps, pour dire, vous avez vu Oreste, vous avez vu machin, vous avez vu Iphigénie, machin, Britannicus et tout, machin, tout. Bon. Vous sortez du jeu. Mais au fond, il s'oppose à Artaud, puisqu'il dévoudouise la représentation. Mais en même temps, il le rejoint, parce qu'il nous permet d'avoir une sorte de pédagogie. Il nous invite à un apprentissage, et l'apprentissage, c'est quoi ? Ne soyez dupes d'aucune représentation. Ne prenez jamais au sérieux ce qui vous fait croire que vous êtes là face à une présence du monde qui vous happe et à laquelle vous adhérez. Le travail de désadhésion de Brecht, il vise à dire, dès que quelqu'un vous fait croire que vous êtes là face à la présence du réel, n'y croyez pas. Donc là, c'est bien sûr aussi, vous l'avez compris, un acte politique par rapport, une fois encore, à ceux qui voudraient vous faire croire que le monde est un donné avec lequel il faut faire, qu'il est incapable de le transformer, voire de le révolutionner. Et on sait bien que le discours de Brecht est un discours autant artistique que politique. Mais il ne peut y avoir de révolution possible dans le champ de l'histoire qu'à la condition que dans le champ de l'expérience intime, il y ait une capacité à dire « ce monde-là n'est pas le seul monde qui puisse exister ». Et pour cela, il y a la pédagogie du théâtre et la distanciation avec le jeu du cœur. Là, je pense que les choses commencent à se mettre en place, elles sont importantes, parce que ça veut dire que, puisque nous, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec le spectacle vivant, je crois qu'à l'endroit où on est arrivé maintenant, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante, c'est que le spectacle, en général, l'art, en général, avant d'être quelque chose qui est esthétique, avant d'être quelque chose qui est social, esthétique, c'est on est touché par la beauté des œuvres, social, ça nous permet de nous rassembler dans une salle et tout ça. C'est pas vrai. La première fonction du théâtre, elle est métaphysique. Elle vise à nous dire, il y a une fractalité possible des mondes. Et de ce fait, indirectement, il est toujours une menace pour le pouvoir. Parce que le pouvoir, pour durer, a besoin que le monde sur lequel il exerce son pouvoir dure. Le pouvoir ne tient plus dès lors que le monde sur lequel il exerce son empire est mis en question et dès lors qu'une possibilité nous est accordée d'en fabriquer un autre. Donc on voit mieux ici ce qui se présente un petit peu petit à petit, je crois, dans le dispositif, qui s'est mis en place depuis 1 an. J'y reviendrai sur le mot, c'est une belle aubaine, c'est une très bonne aubaine. Alors que toutes les conditions sanitaires ont démontré qu'il n'y a rien à craindre dans une salle de spectacle, dans un musée, dans un théâtre, dans un cinéma, c'est une aubaine en or d'invoquer la crise sanitaire qui n'en est pas une, mais qui est une crise pour le politique, parce que le politique se rend compte qu'il commence à y avoir une fragmentation, il commence à y avoir une dissolution de l'unité du monde
sur lequel il exerce son empire. Et de ce fait, il a besoin de s'attaquer à tous ceux qui nous exhortent à envisager d'autres mondes possibles. Et donc l'aubaine, elle est là. La crise sanitaire permet de fragiliser dans un champ qui est un champ économique et un champ social, ce que vous pouvez appeler peut-être une pratique culturelle qui s'appelle là, que j'appelle moi une pratique métaphysique de sédition politique. Peut-être que là, on a besoin de réfléchir à ce que je viens de dire. Parce que art comme métaphysique de la sédition politique, vous ne le trouverez pas dans la bouche à Roselyne Bachelot. Alors, je voudrais maintenant revenir sur un deuxième point, attaquer un deuxième point, c'est faire une focale un peu plus serrée maintenant sur le spectacle vivant en tant que tel. Le spectacle vivant en tant que tel, il est une déclinaison, il est une désinence de cette métaphysique de la sédition politique. Qu'est-ce qu'il caractérise ? Je pense qu'il y a une première chose qui caractérise le spectacle vivant, et c'est cette chose-là, c'est que le spectacle vivant, c'est une grosse prise de risque et la possibilité d'un casse-gueule. C'est ce qui le distingue, d'un enregistrement télé, vidéo, dans lequel la prise, on peut la refaire. Il est possible, par exemple, que dans un spectacle, dans une représentation de spectacle vivant, il y ait par exemple un spectateur qui, à un moment, par exemple, fouille dans sa poche et fait tomber son téléphone portable, bruit de la chute du téléphone par terre, et là, d'un coup, toute l'attention du public est tendue vers le téléphone. Puis en plus, après, se reconcentre sur le mec qui vient de parler en disant « mais qu'est-ce qu'il va faire avec le téléphone, est-ce qu'il réagit ou pas ?» Et pendant tout le temps, le public se pose la question de savoir s'il réagit ou s'il ne réagit pas. Le mec, s'il continue en fait son blabla, il est foutu. Parce que s'il continue son blabla, il n'est pas écouté par les gens qui disent « mais comment il va gérer le bruit du téléphone qui tombe ?» Alors le mec, il dit « bon, tant pis, je vais essayer d'insérer le téléphone qui tombe dans mon blabla. » Mais alors attends, comment je l'ai fait ça ? Parce que c'est super la galère. À quel moment je l'insère ? Comment je le récupère ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un truc qui s'était passé, je crois que c'était en 2012. Il y avait un violoniste qui s'appelait Lukas Kmitt, qui était dans une synagogue en Slovaquie. Et il jouait comme ça, Et donc, spectacle vivant, il n'y a pas d'enregistrement, il n'est pas dans un studio d'enregistrement, il a son public devant lui. Et en plein, dans sa performance, en plein dedans, il y a une sonnerie d'un téléphone Nokia. Et là, vous imaginez quand même, on sent une espèce de montée d'effroi dans la salle. Bon, sacrilège de tous les sacrilèges possibles, quand même. Hein. Puis alors, en plus, c'était les Nokia des années 2012, donc si vous voulez, c'était quand même pas non plus le sommet de la musicalité et de la symphonie. Hein. Et le fameux Lukas Kmitt, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Pendant une demi-seconde, il a le trouble duquel je vous parle. Il est vivant, sur une scène vivant, rien n'a été écrit. Il ne sait pas comment ça va se passer, il ne sait pas comment le mec va réagir avec son téléphone, il ne sait pas la réaction du public. Et en fait, il continue de jouer, il ne s'arrête pas un instant, il accompagne le Nokia, le temps que la personne cherche le Nokia dans son sac. Et il accompagne, et il continue au piano, et il improvise une sorte de fugue à partir de la sonnerie du Nokia. Quand enfin le Nokia est fini, il continue. Et il finit son morceau là-dessus, avec des applaudissements absolument fracassants, comme vous pouvez les imaginer. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer par ça, parce que ce n'est pas anodin. Le spectacle vivant, c'est cette capacité, au fond, à accueillir l'imprévu. Le spectacle vivant, c'est au fond une opportunité, et cette opportunité, c'est quoi ? C'est faire avec le risque. Quand on dit le vivant, c'est ça. Ce qui différencie d'ailleurs le vivant de l'industrie, et ce qui fait que, par exemple, les tentatives qui sont faites par
industrie, par le monde agro-industriel, pour essayer de réduire le vivant à une exploitation industrielle et une production à la chaîne, on sait très très bien que ça produit dans le vivant toujours plus de pathologies, qui nécessitent toujours plus de développement industriel et technologique, qui produisent toujours plus de pathologies, qui produisent à la fin toujours plus de morts, voire toujours plus de maladies dans les élevages, qui ensuite se répandent chez les êtres humains. Donc on voit bien qu'ici qu'il y a une incompatibilité entre le vivant et donc le spectacle vivant, en tant qu'il s'ouvre à l'imprévu, en tant qu'il s'ouvre au risque, et la programmatique, qui est la programmatique d'une société industrielle. Il faut vraiment commencer par ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectacle vivant, il est rétif à ce qui se met en place de manière toujours plus intense depuis une cinquantaine d'années, qui est, on pourrait dire, le régime de la production normée selon une logique industrielle. Il n'y a pas la possibilité, en tant qu'il y a quelque chose qui est lié à l'imprévisibilité et au risque, il n'y a pas la possibilité de réduire le spectacle vivant à quelque chose qui est de l'ordre de la reproductibilité et de la mécanique. Alors on pourrait dire que c'est un point de détail qui fait qu'on aura du mal à élever en batterie des acteurs comme on élève en batterie des poulets. Ce n'est pas un point de détail parce que je pense que le modèle duquel je vous parle, le modèle techno-industriel, ce n'est pas simplement un modèle qui existe dans les batteries de poulets, mais c'est un modèle qui lui aussi essaie de s'étendre à l'ensemble de la sphère humaine. Pour le dire encore autrement, il y avait dans les années 56 un auteur qui s'appelait Gunther Anders, et Gunther Anders a eu un texte qui était particulièrement prophétique, qui s'appelait « De l'obsolescence programmée de l'homme ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire? De quoi voulait-il porter témoignage? De cela qu'à partir des années 50, il y a eu une modification dans le régime du capitalisme. Et cette modification, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à faire en sorte que le modèle capitaliste ne se contente pas de produire des objets manufacturés qui obéissent à des normes industrielles, mais le capitalisme produit maintenant des êtres humains qui sont standardisés, qui doivent être configurés pour obéir aux normes des objets produits par le capital. Et dans les années 56, il écrit des textes qui sont absolument troublants, des pages qui sont absolument troublantes, dans lesquelles il imagine des femmes, des hommes, qui sont chevillés à des objets télématiques, qui leur prennent de leur temps, qui font qu'en définitive, ils ne sont rien d'autre que, on pourrait dire, les auxiliaires des programmes et des logiciels qui sont au cœur de ces petites machines télématiques qui les font se lever, qui les font se réveiller, qui les informent, qui les nourrissent et les fabriquent intellectuellement. De telle sorte que, ici, le modèle techno-industriel, il n'est pas simplement ce qui se répand, comme je le disais, dans la sphère de l'agro-industrie, mais il est aussi ce qui s'étend maintenant dans un nouveau genre de fabrication, et c'est la fabrication d'un nouvel homme, d'un Übermensch, pourrait-on dire, comme on aurait pu dire il y a 60 ans, 70 ans. Et ce surhomme, quel est-il? C'est le surhomme en tant qu'il est l'auxiliaire de la machine, en tant qu'il est l'homme machinal, l'homme à l'obsolescence programmée, l'homme interchangeable, l'homme standardisé. Faire du spectacle vivant, ça n'est rien d'autre que de rappeler sans cesse qu'il y a quelque chose qui se joue ici, dans la relation à soi, dans la relation à l'autre, quelque chose qui est de l'ordre de ce qui échappe à la standardisation, à la reproduction, à la reproductivité. Donc ce point, il mérite d'être souligné parce que ce qui fait le bruit, la toux dans une salle de spectacle, ce qui peut être considéré comme pénible, c'est aussi ce à quoi est confronté l'artiste du spectacle vivant et ce qu'il ne peut jamais effacer. Et sa virtuosité, comme la virtuosité de Schmitt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va consister à quoi faire? Non pas à vouloir bannir et effacer le bruit, non pas à vouloir bannir et effacer la toux, mais à savoir jouer avec, comme il faut jouer avec ce qui est le propre de la vie et qui échappe à toutes les logiques qui sont les logiques de la prédiction et les logiques des programmations. D'un côté, bien sûr, il y a le bruit, il y a le sale, pourrait-on dire. Victor Hugo dessinait, mais il aimait à dessiner avec des plumes qui étaient des plumes cassées. Et son premier trait consistait à tremper la plume et à la frotter sur le papier jusqu'à ce que, cassée qu'elle était, elle fasse jaillir une tache d'encre avec laquelle seulement après il dessinait. Ça,
pourrait-on dire, c'est une pratique d'artiste vivant, c'est une pratique de spectacle vivant. Travailler avec le bruit, travailler avec l'imprévisible, travailler avec ce qui pourrait faire obstacle et que je vais contourner par ma virtuosité pour en faire mon miel. Et ça peut déboucher sur quoi? Ça peut déboucher dans des situations, ça peut déboucher dans des états dans lesquels il y a une espèce d'état absolument imprévisible qui est partagé et du côté de la salle et du côté de la scène, dans laquelle on découvre ce que peut-être le fado appelle le duende, ou ce qui se joue parfois aussi dans certaines corridas, ou bien ce qu'on peut appeler, en empruntant le vocabulaire ici à la théologie, mais tout à l'heure je vous avais dit qu'on jouait avec de la métaphysique, eh bien quelque chose qui a à voir parfois avec de la grâce. On a été touchés, tous, les uns et les autres, par des moments qui étaient des moments dans lesquels l'artiste répétait sans cesse son numéro, mais cette répétition lui donnait la possibilité alors de faire surgir un espace qui était non pas tant l'espace du risque que l'espace de la liberté. Et là, nous sommes témoins de cette liberté qui se manifeste sous la forme du duende, qui se manifeste sous la forme de la grâce, et nous sommes tous touchés. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, mais qui pourtant est là représenté. Et cela qui est là représenté, sans doute seul le spectacle vivant est capable de nous l'accorder, et c'est le témoignage d'une liberté qui se conquiert. Mais cette liberté ne peut se conquérir qu'à la condition que la répétition incessante du geste a ouvert sur ce qui n'était pas attendu et ce qui n'était pas prévisible et qui est épuisé dans le génie propre de l'artiste. Et le génie propre de l'artiste, c'est justement ce qui n'est pas anticipable et qualifiable, car alors sinon il reste un technicien qui reproduit des gestes et il n'est pas l'artiste qui est capable d'atteindre à la grâce. Et c'est sans doute ce que nous cherchons sans cesse quand nous allons dans les spectacles vivants. Soit nous cherchons à être, pour ainsi dire, éblouis par la prouesse et la virtuosité de l'artiste qui soudain témoigne que de l'imprévisibilité du bruit, de la plume éclatée, on peut faire son miel, mais c'est aussi plus fondamentalement, plus profondément, les témoignages d'une liberté incompréhensible, indicible, insaisissable, mais qui nous bouleverse tous en notre plus intime vérité, parce qu'elle renvoie à cela que nul ne pourra jamais nous réduire au rang de choses. Ce n'est pas anodin, par conséquent, ici, ce qui se joue dans le spectacle vivant. J'ajoute un autre élément qui est important, me semble-t-il, dans le spectacle vivant, c'est que dans le spectacle vivant, et vous l'avez compris, j'ai essayé de le présenter ici avec le bruit et le duende, dans le spectacle vivant, quand bien même il y a un quatrième mur, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre d'une interactivité réciproque. C'est-à-dire que l'artiste, il ne déroule pas son fil comme ça, il déroule son fil en sentant ce qui se joue et ce qui se ressent à la salle. Et ce qui se ressent à la salle infléchit ce qui va être donné à la scène. Et ce qui a été infléchi à la scène, par retour, va infléchir ce qui est ressenti à la salle. Il faut vraiment insister là-dessus. On pourrait même presque dire que parfois, le quatrième mur, il n'a pas besoin de tomber, parce que certains artistes en spectacle vivant ont peut-être justement besoin de s'isoler du public dans, j'ai envie de dire, sa présence trop manifeste pour être plus attentif à ce qui se joue de manière extrêmement ténue, de manière infraconsciente, au-delà de ce qui pourrait être là de manière manifeste, immédiatement perceptible et qui pourrait les troubler. Mais derrière ce quatrième mur, eh bien, au fond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infiniment subtil, du plus profondément ressenti, une espèce de sympathie extrêmement délicate, dont le public est l'émetteur et que l'artiste à la scène est le récepteur. Et c'est ainsi qu'il y a une espèce de circularité qui se constitue à travers des choses qui sont extrêmement fines. Pour le dire autrement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, le spectacle vivant n'est pas un spectacle au sens où, par exemple, Debord l'entendait. Le spectacle n'est pas un spectacle au sens où je suis face à un écran.
Je suis face à un écran, je peux jeter un coup d'œil à mon téléphone. Je suis face à un écran, je peux sortir et aller vérifier si je suis toujours assez bien achalandé en bière dans le frigo. Ce qui se joue à la scène dans le spectacle vivant n'a rien à voir avec l'écran, même s'il y a une quatrième mur, parce qu'il y a une communication très subtile, et pour le dire autrement, il y a un collectif. Et il n'y a pas de collectif dès lors qu'il y a un écran. Il n'y a pas de collectif dès lors qu'il y a une Zoom Room avec une vidéoconférence. Il n'y a pas de collectif dès lors qu'il y a par exemple un film que vous pouvez revoir chez vous, alors que tous les acteurs, bien sûr, ne sont pas dans votre salon, et peut-être même sont défunts. S'il y a spectacle vivant, il y a une opération qui est une opération politique. Au premier sens du terme, c'est-à-dire il y a un collectif qui se construit. Un collectif extrêmement éphémère, qui va durer le temps de la représentation, et un collectif dans lequel chacun écoute l'autre. C'est bien sûr le public qui est entièrement recueilli dans l'écoute de l'artiste, mais c'est aussi l'artiste qui a tout intérêt à écouter parfaitement ce qui émane, ce qui se distille de la part du public, pour pouvoir, à partir de ça, travailler son expression à la scène. Donc il y a bien ici quelque chose qui est de l'ordre du collectif, ici et maintenant. Il y a donc, pourrait-on dire, une communauté politique qui est une communauté politique éphémère. Et dans cette communauté politique éphémère, ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous ceux qui sont là présents y ont consenti librement. Et bien sûr, on n'imagine pas, de la part de l'artiste, qu'il impose sa perspective à ceux-là qui le regardent. Et cette relation-là, elle signifie bien qu'il se joue quelque chose qui est marqué au sceau, là encore, d'un rapport qui est un rapport libre, mais qui est d'abord un rapport de la fabrication d'une petite communauté politique temporaire dans laquelle chacun s'écoute et chacun se construit dans un rapport réciproque avec l'autre. Si je fais maintenant cohabiter ces deux éléments par lesquels j'ai essayé de définir le spectacle vivant, vous comprenez que le spectacle vivant, il est à la fois ce par quoi je peux faire l'expérience de la liberté et ce par quoi je fais l'expérience du collectif. Vous vous doutez bien que par rapport à ce que j'ai pu dire en préambule, à propos d'une société qui est une société organisée par des technocrates, il y a bien là encore quelque chose qui achoppe, qui dérange, qui gêne, et dont on aimerait bien un jour ou l'autre se débarrasser. Rentrons plus avant, maintenant, dans ce troisième mouvement, sur cette crise qu'on dit sanitaire et qui n'est rien d'autre qu'une aubaine à caractère politique. Je dis aubaine politique car, je le redis, je crois que c'est important de le signaler à plusieurs reprises, les lieux de spectacle, les deux spectacles vivants, ne sont pas des lieux qui mettent en danger les personnes qui y participent en des termes sanitaires. Il n'y a pas eu de cluster, on le sait, qui se sont développés dans les salles de spectacle. Les normes sanitaires ont toujours été respectées et on sait très très bien que le lieu de diffusion du virus, c'est d'abord le lieu de travail ou l'école qui est une préparation au lieu de travail. On savait que le travail, c'est le lieu où il y a une médecine du travail, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment l'espace de la malédiction et de la maladie sous toutes ses formes. Je dis, il y a une aubaine politique. Aubaine politique, alors que les choses soient claires, je ne veux pas du tout tenir un discours qui serait un discours à caractère complotiste en disant que tout ça a été planifié de la part du pouvoir politique et ainsi de suite. Pas du tout. Il faut bien comprendre que on pourrait dire que la première caractéristique du pouvoir politique, c'est d'abord son incompétence. Donc de là à imaginer qu'il ait planifié un empoisonnement général de la population, c'est totalement hors de sa portée. On peut même dire que ceux-là même qui sont au pouvoir accèdent toujours plus haut au pouvoir au fur et à mesure qu'ils sont d'autant plus incompétents dans la capacité à organiser l'existence. Peut-être même qu'on pourrait supposer que ce qui se joue dans la conquête du pouvoir, c'est d'abord une manière de se démettre de ses responsabilités propres. Il y a quelque chose de l'ordre de la fuite en avant de la part de ceux qui nous gouvernent, qui a d'abord été très très bien repéré par Lucrèce, qui était un philosophe épicurien du second siècle, et qui disait la chose suivante, c'est qu'en fait, les hommes politiques adorent nous gouverner parce qu'au fond, ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Et cette espèce de sainte terreur qu'ils ont
d'avoir le vis-à-vis du miroir, la sainte terreur qu'ils ont peut-être d'avoir à assumer l'existence ordinaire des gens ordinaires, les rend ambitieux. Mais vous comprenez ici que l'ambition politique est tout sauf une force de caractère, elle est la faiblesse des hommes et des femmes lâches, qui sont incapables de s'assumer dans l'existence et qui n'osent pas d'abord se gouverner eux-mêmes et qui donc se jettent à corps perdu dans le gouvernement des autres. C'est la raison pour laquelle, j'espère, dans quelques années, on pourra enfin démontrer qu'il y a des collusions très étroites entre la psychiatrie, l'ivresse de la toute-puissance, notamment à caractère sexuel, et l'exercice du pouvoir politique. Donc ce préambule est important pour dire en premier lieu que n'imaginons pas que le personnel politique a planifié ce virus et cette pandémie. Il est déjà bien incapable de planifier son existence, alors quant à la nôtre, laissons tomber. Deuxième élément qui est aussi important à rappeler, c'est que les personnels politiques qui sont au pouvoir ne sont en rien des acteurs de la situation. Ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir, on le sait bien, ce sont des agents. Des agents qui sont au service d'intérêts, qui sont les intérêts, on le sait bien. Je ne vais pas vous faire du marxisme à la petite semaine, mais des intérêts qui sont essentiellement d'abord des intérêts qui sont ceux des capitaux financiers. Et il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux dans l'ordre de la réforme, sinon d'exécuter une volonté qui n'est pas la leur. Donc, vraiment, préambule qui est très important. Je réfléchis avec vous ici sur ce qui se joue dans l'articulation entre art, spectacle vivant et politique, mais j'évince complètement l'idée qu'il y a une planification. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante. Je pense que vous avez compris maintenant qu'il y a une occasion dont s'est saisi le pouvoir politique grâce à cette pandémie. Et cette occasion, en quoi consiste-t-elle encore actuellement ? Elle consiste à avoir les coudées franches de manière toujours plus importante. Alors les coudées franches, c'est quoi ? C'est la réforme des retraites. Les coudées franches, c'est fragiliser le code du travail. Les coudées franches, c'est accroître la criminalisation et la criminalisation du mouvement social et l'extension du régime policier dans la sphère des revendications sociales. Bon, tout ça, c'est bien connu. Et puis, je crois, il y a aussi une opportunité qui est saisie à bras-le-corps. Et cette opportunité, vous l'avez compris, c'est s'attaquer à l'art et s'attaquer au spectacle vivant, dont j'ai essayé de vous montrer très succinctement, j'espère y être parvenu, que ce qui se joue dans l'art, ce n'est pas anodin, c'est, je fais ici ma synthèse si vous le voulez, c'est d'abord quelque chose qui est de l'ordre du métaphysique, ça peut prêter à sourire, mais vous comprenez que quand je dis métaphysique, je vais le dire autrement, quand on rentre dans une salle de spectacle, on fait un travail d'apprentissage, on fait un travail d'imagination, on fait un travail d'assouplissement psychique, spirituel, affectif, intellectuel. Et ce travail, en quoi consiste-t-il ? Il consiste à nous faire comprendre que nous pouvons faire fleurir plusieurs visions du monde en nous. Et faisant fleurir plusieurs visions du monde en nous, permettant la fractalité des visions du monde, nous fragilisons ceux qui sont en situation de monopole sur le monde dont ils disent qu'il est le seul à exister. Donc ça, par définition, c'est toujours quelque chose contre lequel le pouvoir en place lutte. Deuxième point sur lequel j'ai cherché à insister, il y a un lent processus qui s'est mis en place depuis une cinquantaine d'années, une intensification du capital. Cette intensification du capital prend une nouvelle forme, celle de l'obsolescence programmée de l'homme, qui veut réduire l'homme à être un auxiliaire de la machine. Or, ce qui se joue dans le spectacle vivant, vous l'avez compris, c'est une expérience du grain, du bruit, de l'insaisissabilité, mais pour le dire encore plus fondamentalement, une expérience de la liberté directe, éprouvée comme telle, et qui est infiniment redoutée par tous ceux qui veulent faire de nous simplement les serviteurs des logiciels, ceux qui incrémentent et nourrissent les algorithmes. Donc de ce fait, vous comprenez encore ici que le lieu du spectacle vivant, le temps du spectacle vivant, pour cette deuxième raison, est aussi un territoire et un moment de résistance.
Et puis enfin, le troisième élément que j'ai essayé de montrer, c'est que ce qui se joue aussi dans le spectacle vivant, c'est cette espèce de relation d'une extrême ténuité au-delà du quatrième mur, qui est le contraire de l'écran, qui est une communauté politique dans laquelle quelque chose circule, qui est de l'ordre d'une sorte de symphonie muette entre les spectateurs et les acteurs. Ce qui fait qu'il se construit à chaque moment de la représentation une communauté politique de l'ordre de l'éphémérité, mais en même temps de l'ordre de l'égalité et de l'ordre de la circularité. Et cet élément-là encore, vous le comprenez, c'est quelque chose contre lequel doit partir en guerre le dispositif techno-économique qui est le nôtre, parce que son horizon, c'est quoi ? J'ai cité une grande philosophe, Margaret Thatcher, celle qui nous disait « There is no alternative ». Elle disait aussi « La société n'existe pas. Il ne faut pas faire société ». Car le programme du libéralisme économique, c'est quoi ? C'est que nous soyons que des individus ramenés à leur solitude et définis simplement comme des unités de consommation et de production. En aucune manière faire société, parce que quand vous faites société, vous êtes dans un rapport horizontal, qui est un rapport du social, et qui n'a rien à voir avec le rapport vertical tel qu'il est imposé par le cadre des normes économiques et politiques. Et donc on voit bien ici que la perspective du libéralisme, c'est s'adresser à nous en tant que nous ne sommes que des individus ramenés à leur singularité de consommateurs et de producteurs, mais que jamais nous puissions faire corps social, corps politique. Or, c'est cela que nous expérimentons dès lors que nous entrons dans une salle de spectacle. Ces trois raisons, je crois, elles nous montrent ici que, au fond, il se joue quelque chose aujourd'hui à quoi nous avons à être très attentifs. Et cela qui se joue aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que, peu à peu, de manière subreptice, on essaie bien sûr de faire en sorte que le spectacle vivant soit mort, ou plutôt on l'invite à se transformer pour qu'il puisse être là simplement présent sur des écrans. Mais vous comprenez ici que ce n'est pas un pis-aller, ce n'est pas une proposition qui cherche à faire tant bien que mal perdurer quelque chose, mais c'est vraiment une orientation, une programmatique qui montre bien que ce qui se joue dans l'art en général et dans le spectacle vivant, c'est un rapport rugueux avec un dispositif économique et politique aujourd'hui qui veut lui briser les reins. Il est temps de conclure. Prendre un tout petit remontant parce que après ce que j'ai raconté. Il est temps de conclure. Deux choses. Peut-être le drame que le nôtre, c'est que nous sommes trop français. Sade avait écrit ce texte français, encore un effort pour être républicain. On pourrait dire, artiste français, encore un effort pour être vraiment artiste. Peut-être que notre drame à nous, c'est que nous sommes dans ce pays où la comédie française a été adoubée, fabriquée par la royauté, dans un pays qui reste encore un pays très jacobin. Peut-être que notre drame, c'est d'être passé d'un statut qui était celui de ces saltimbanques, qui étaient honnis, méprisés par le pouvoir. Vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, XVIIe, XVIIIe siècle, les Saints-Sacrements ont été refusés aux comédiens. Et puis, soudain, les comédiens sont passés, non pas de Charybde en Scylla, mais de Scylla en Charybde, puisqu'ils ont pu bénéficier des grâces royales et accéder à cette reconnaissance ultime qu'est celle de la comédie française. Je pense qu'il se joue encore quelque chose de cet ordre aujourd'hui. Il y a un rapport qui reste un rapport très, très, très politique. Peut-être aussi, osons les mots, peut-être aussi un petit peu d'obséquiosité ou de fascination de la part du monde artistique à l'égard de cette République française qui a conservé en fait les modalités qui sont celles de la royauté. Et ça se joue encore, me semble-t-il, dans la sphère de la culture en général, dans celle de l'art en particulier, peut-être dans celle du spectacle vivant, qui attend
encore gentiment la main sur la couture du pantalon, que viennent enfin des plus hautes autorités les moyens d'en finir avec cette mort programmée pour qu'un jour, enfin, la résurrection du spectacle vivant puisse se faire. J'ai essayé de vous montrer que ça n'arrivera jamais et que l'aubaine est trop belle pour qu'on nous brise enfin les reins et que bientôt, le pouvoir politique aura la joie de nous refuser les saints sacrements. Peut-être alors qu'il faudrait essayer, non pas d'attendre, mais d'imaginer. Parce que cette situation est faite pour durer. Elle est faite pour durer pas simplement pour quelques mois, mais il va y avoir d'autres situations, toujours plus complexes, toujours plus catastrophiques, qui vont se succéder de mois en mois et d'année en année. On le sait bien, c'est pour une raison fort simple, c'est que le système duquel je ne cesse de parler depuis le début, le système d'économie capitaliste, est en fin de course, il est en situation de crise planétaire, c'est une course contre la montre contre lui, et il préfère tuer autour de lui, mettre à mort la planète, mettre à mort la société, plutôt que se mettre à mort lui-même. Et ce à quoi nous assistons, c'est le début de la fin de ce régime d'économie politique. Grande chance pour nous, si nous estimons qu'il ne reflète pas ce à quoi nous aspirons. Mais ça veut dire que ce qui vient de se mettre en place ici, avec les dispositifs sanitaires, est appelé à durer sous des formes multiples. Mais vous l'avez compris, la chasse à la liberté, la chasse à l'expérience sociale qui fabrique du politique, la chasse à la résistance à la techno-industrie, la chasse à ce qui a à voir avec tous ces éléments que j'essaie de vous présenter, elle se met en place seulement aujourd'hui. Donc nous n'avons plus rien à attendre maintenant de la part des instances. Donc il nous faut, plutôt que d'attendre, imaginer. Imaginer alors très concrètement, ici et maintenant, des manières de faire en sorte que le spectacle vivant puisse être vivant et sorte de sa stase de zombie. Comment imaginer des formes qui soient des formes dans lesquelles il peut y avoir du spectacle vivant, il peut y avoir de la communauté politique, il peut y avoir des expériences sociales, il peut y avoir du duende, il peut y avoir cette expérience qui nous bouleverse et nous transfigure, qui est celle de la liberté, là présente sur scène et partagée dans une communauté politique. Comment faire l'expérience d'autres mondes possibles que nous pouvons faire fleurir ensemble, collectivement, politiquement, dans cette espèce de mise en intensité verticale qui s'appelle le partage de la liberté. Il faut imaginer des formes nouvelles. Je prends un exemple qui doit nous faire réfléchir. La salle de spectacle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, bien sûr, c'est une salle de spectacle qui a à disposition des éléments techniques qui permettent que la voix porte. Mais on le sait, du temps du théâtre baroque, il n'y avait pas la possibilité, bien sûr, pour que la voix puisse porter autant. Et cependant, il fallait bien que la voix aille le plus loin possible. Alors, des artistes pleins d'imagination ont mis en place des vraies pratiques sémaphoriques. De telle sorte que les acteurs, dès lors qu'ils jouaient des pièces du théâtre classique, dès lors qu'ils étaient sur des scènes baroques, ponctuaient les émotions de leurs personnages d'une gestuelle qui permettait au public le plus éloigné de comprendre, même si l'audition était périlleuse. Plus loin encore, le maquillage qui pouvait sembler outrancier, qui était un maquillage de blanc sur lequel la bouche était surlignée, les yeux étaient surlignés de noir, permettait au public le plus éloigné, le public qui n'avait pas de captation vidéo, grâce à quoi il pouvait y avoir des gros plans sur les acteurs, et bien tout cela permettait aux spectateurs le plus éloigné de plus facilement repérer, grâce à ces mimiques qui étaient soulignées par le maquillage, mimiques qui elles-mêmes étaient exagérées, les émotions qui étaient portées par le personnage et les émotions qui traversaient le texte. Ces éléments, ils sont très intéressants. Ils ont même été transposés ensuite dans le cinéma muet. Le cinéma muet n'avait pas accès à la parole et a récupéré en fait les codes qui étaient les codes du théâtre baroque pour faire en sorte que, quand bien même il n'y avait pas de parole, il y avait toujours la possibilité d'imaginer des formes nouvelles pour un cadre de représentation qui était un cadre de représentation changé. Alors, c'est à travers ces exemples-là, je ne suis pas prescripteur et je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que dans chaque corps de métier qui est lié au spectacle vivant, la possibilité nous pourrait être sans doute accordée d'imaginer des formes de représentation qui contournent
les interdits, qui sont les interdits posés par le pouvoir politique qui profite de l'aubaine sanitaire. Plutôt que d'attendre que les salles de spectacle s'ouvrent selon des conditions qui sont des conditions de représentation que nous avons reçues en héritage, mais que nous n'interrogeons pas. Est-ce que nous n'avons pas aussi à interroger les conditions de la représentation, pas simplement le fond même de la représentation? Quel nouveau monde allons-nous mettre en présence? Ça, c'est le fond de la représentation. Mais la forme de la représentation, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formes qui détournent, qui contournent les codifications, qui sont les codifications qui ont été acquises et repérées par le pouvoir politique et qui l'interdit? Pour le dire autrement, le jeu de dupes, c'est quoi? C'est que les codes qui sont ceux du spectacle vivant, en tant qu'ils sont connus par le politique, sont les codes qui sont bannis par le politique pour bannir le spectacle vivant. Mais si nous inventons des nouveaux codes, si nous ensauvageons les codes qui nous sont donnés, alors nous avons l'initiative et nous prenons de court le pouvoir technopolitique. Mais pour ce faire, il faut concevoir alors que ce qui se joue dans l'art et dans le spectacle vivant, ce n'est pas simplement un lieu de résistance par rapport au pouvoir, mais c'est un lieu d'offensive et de contre-offensive par rapport au pouvoir. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Que nous ensauvagions le spectacle vivant, que nous ensauvagions la scène, que nous repensions les codes de la représentation, pour aller plus vite et prendre de vitesse le pouvoir qui, bien sûr, une fois qu'il connaît ces codes, les interdit. Ça me semble-t-il, le premier point qu'il faut mettre en avant. Deuxième point avec lequel je vais conclure mon propos, si tout montre que les représentations ne sont pas des lieux de diffusion du virus, est-ce qu'il n'est pas possible alors, en pleine responsabilité, sans prendre aucun risque, puisque aucun risque n'est pris, est-ce qu'il n'est pas possible alors d'envisager des représentations et du spectacle vivant qui osent aller au bout des choses? Aller au bout des choses, c'est quoi? Je vous l'ai dit en introduction, ce qui se joue dans le spectacle vivant et ce qui se joue dans l'art, c'est une expérience des nouveaux mondes, c'est une expérience métaphysique, qui est donc une proposition de dissidence politique. Fondamentalement, le rapport entre l'art et le politique est un rapport fait de tensions, de contradictions, voire de rupture. De temps en temps, c'est des tensions, aujourd'hui c'est la tension, ça n'est pas encore la rupture. Pourquoi ça ne pourrait pas l'être? Mais ce faisant alors, il faudrait envisager un théâtre qui, bien sûr, un spectacle, un art, qui, bien sûr, n'hésite pas à aller, non pas dans la résistance, mais dans l'offensive, en changeant les codes, en modifiant les conditions de sa représentation, mais peut-être plus radicalement aussi en envisageant la clandestinité